Pour une société meilleure. Alors, dans les années 70, le nombre d'arrêts de travail dus à des grèves ou à des lockouts augmente. On le voit ici. Principale revendication, salaire, conditions de travail, mais aussi une transformation sociale et économique de la société pour mettre fin aux inégalités entre les groupes sociaux. Les syndicats prennent souvent position en faveur d'un Québec indépendant et socialiste. Ils soutiennent des groupes populaires et communautaires qui œuvrent pour la justice sociale et militent pour l'avancement de la condition féminine en prônant un salaire égal pour un travail égal. On voit ici Michel Chartrand, un des principaux syndicalistes. En 1972, pour accroître le pouvoir de négociation des travailleurs, trois centrales syndicales, donc la CSN, la CEQ et la FTQ, s'unissent et font front commun. C'est vraiment très important en 1972. En fait, là, ils vont représenter environ 210 000 travailleurs. Ils vont se rassembler contre le gouvernement de Robert Bourassa. Le front commun, donc ces trois centrales-là, réclament notamment un salaire minimal garanti de 100 par semaine, ce que les gouvernements jugent irréaliste. Ils vont donc le 11 avril, les 210 000 travailleurs concernés votent en faveur d'une grève générale illimitée. Tous les services publics sont alors paralysés, dont Hydro-Québec et les hôpitaux. Le 20 avril, le gouvernement force ses employés à retourner au travail en adoptant une loi spéciale qui suspend le droit de grève. Et même que les chefs syndicaux, là, Marcel Pépin, Yvan Charbonneau et Louis Laberge demandent aux grévistes de défier la loi et de ne pas se présenter au travail. Les trois leaders syndicaux sont alors condamnés à 1 an de prison. Leur emprisonnement provoque la colère des syndiqués. Mais malgré tout, les négociations vont reprendre. On va accepter le salaire hebdomadaire garanti de 100 sécurité d'emploi, indexation de salaire, c'est-à-dire qu'il va se faire un ajustement avec l'augmentation moyenne des prix des biens et des services. Et il y a aussi une loi qui garantit les services publics essentiels, comme par exemple la production à la distribution d'électricité, services sociaux, éducation, soins de santé, transport en commun. Donc, s'il y a une autre grève, ces services publics-là ne pourraient pas faire la grève. Au début des années 70, le visage de l'immigration se modifie. Donc, on le voit ici avec l'accueil de réfugiés qui viennent d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, et un peu moins d'Europe. Pourquoi? Ça s'explique par différentes politiques en matière d'immigration, notamment du gouvernement fédéral qui, en 1967, ne va plus sélectionner les immigrants selon leur origine, mais plutôt sur leurs compétences professionnelles avec un système de points. Alors, c'est pour ça qu'on va recevoir des réfugiés haïtiens, donc qui fuient le régime autoritaire de Duvalier, qui parlent bien français, s'établissent principalement à Montréal et qui se trouvent du travail dans la fonction publique en plein essor. On va avoir aussi la signature de la Convention des Nations unies sur les réfugiés. Donc, le Canada va signer cette convention-là. Donc, il ne peut plus renvoyer dans son pays d'origine une personne qui a des motifs de crainte pour sa vie ou sa sécurité. On va recevoir aussi des réfugiés du Vietnam, donc qui fuient leur pays instable après la fin de la guerre. Certains parlent français avant d'immigrer, mais il va falloir leur l'apprendre. Plusieurs commerces de proximité, des restaurants, des dépanneurs où ils vont pouvoir aller travailler. Alors, la vague d'immigration des années 60-70 apporte une diversification culturelle et religieuse. Afin de faciliter leur intégration, il y a des groupes qui s'organisent pour accueillir les nouveaux arrivants. On recrute des bénévoles qui sont prêts à parrainer des réfugiés, à veiller à leur installation et à leur adaptation. Malgré tout, l'intégration, des nouveaux arrivants se fait de façon inégale. Les plus fortunés ou éduqués réussissent à trouver du travail dans leur domaine, alors que l'intégration est plus difficile pour les réfugiés qui proviennent de milieux modestes. Ils vont souvent occuper des emplois les moins bien rémunérés dans les secteurs de la construction, de l'industrie manufacturière et des services. Il manquerait une parenthèse ici. Les réfugiés ne sont pas non plus à l'abri de discrimination, surtout les femmes. Cette arrivée importante de nouveaux arrivants alimente le débat linguistique, notamment en matière de langue d'enseignement, et on va passer la loi 22 en 74 qui fait du français comme seule langue officielle au Québec, et on ne permet que l'accès à l'école anglaise à ceux qui ont une connaissance suffisante de l'anglais. Et ça, pour les immigrants, il y en a beaucoup qui vont pouvoir y aller, et ça va être discuté là, un petit peu plus tard avec le projet de loi 101. On termine avec le féminisme militant des années 70. La commission Byrd sur la situation des femmes au Canada dépose son rapport en 70. On y fait 167 recommandations, dont décriminaliser l'avortement, créer des organismes. On va le faire au Québec, au Canada. On nomme un ministre responsable du statut de la femme. Et au Québec, on crée le statut de la femme en 1973 avec la Fédération des femmes du Québec. On recommande d'autoriser les femmes dans toutes les fonctions, incluant l'armée. Créer aussi un réseau de garderies financé par l'État, ça, c'est pas fait.
Dans les années 70, les femmes sont plus nombreuses à travailler. En fait, dans les années 40, là, c'était environ 20, dans les années 60, c'est environ 20 des femmes. En 1981, ça va être plus de 40 des femmes qui vont travailler dans des secteurs qui sont bien souvent le prolongement de tâches ménagères, donc domestiques, couturières, infirmières, sages-femmes, secrétaires, enseignantes. Et on estime que ces métiers-là n'exigent peu de qualifications, donc ont souvent un salaire moindre que celui des hommes. En fait, en 1971, 45 des femmes de 24 à 44 ans ont un emploi et le salaire d'un employé à temps plein est presque le double de celui d'une femme occupant le même poste et travaille à temps plein aussi. Et les femmes occupent peu de postes de direction. Malgré tout, en 1975, Bourassa publie la Charte québécoise des droits et libertés. Cette loi reconnaît l'égalité de tous et interdit pour la première fois la discrimination basée sur le sexe, même si les inégalités continuent de persister.